Salut mes amis. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Anaconda et Jupyter Notebook. Jupyter Notebook, c'est une ressource qu'on utilise en ligne pour faire des calculs scientifiques. Et l'avantage de Jupyter Notebook, c'est que vous pouvez faire des calculs et en même temps, vous pouvez mettre des commentaires pour expliquer ce que vous êtes en train de faire. Donc, si vous expérimentez l'usage de Jupyter Notebook, vous me diriez que c'est un très bon outil pour les calculs et recherches scientifiques. Donc, pour faire cela, il nous faut d'abord installer Jupyter Notebook. Ce qu'on fait, Anaconda, ce qu'on fait, on part en ligne sur Google, on tape Anaconda. Donc, quand vous tapez Anaconda, vous allez voir que ça ouvre cette page ici. Vous pouvez se taper ce que vous avez, c'est anaconda.com. Ça ouvre cette page ici et il y a commencer, Get Started. So, vous cliquez sur Get Started qui est commencé, vous cliquez là. Puis vous allez voir que quelque part là, nous avons Download Anaconda Installer. Donc, vous cliquez sur ceci. Et dépendamment de quand est-ce que vous visionnez cette vidéo, si la page peut changer, mais dans tous les cas, vous allez toujours chercher à voir où se trouve Download Anaconda Installer. Donc, quand vous cliquez sur ça, ça vous donne des options ici. Dans ce cas-ci, je suis en train d'utiliser le Mac OS, donc qui est ceci. Si vous utilisez le Windows, vous allez construire le cas de Windows. Si vous utilisez Linux, vous construisez le cas pour Linux. Donc nous allons prendre le cas de Mac OS. Donc on clique sur le premier qui est 64-bit Graphical Installer. Donc on clique sur ceci. Et quand vous cliquez là, vous allez constater que c'est en train de download ça ici. Bon, moi j'ai déjà download ça, je n'ai plus besoin de download ça. Donc je clique, j'arrête ça, le download process. Mais si vous n'avez pas déjà download, il faut download, ça prend un peu de temps. Et quand c'est complet, vous double-cliquez sur le symbole qui se présente là. Donc mon cas, j'ai download puis j'ai sauvegardé ça quelque part ici. Donc j'ai sauvegardé ça quelque part ici sur mon desktop. Donc, quand je double-clique sur ça, qui est ce symbole-là, et vous voyez que c'est semblable à ce qui est dans le download ici. Et ça montre bien 2021, c'est pour dire que c'est la version récente. Quand vous double-cliquez sur ça, ça vous ouvre l'installeur qui est là. Et ça prend un peu de temps pour launch. Mais quand ça launch, le processus c'est très simple. Donc, quand vous allez finir de download, vous allez cliquer sur le symbole qui doit être présent ici. Qui est un symbole semblable à ceci. Je dis allô, oui, j'approuve. Puis, il y a des instructions, vous allez suivre, vous cliquez sur continue. Ça donne des informations ici, vous pouvez lire, mais moi je n'ai pas de temps pour lire ça. Vous cliquez sur continue. License Agreement, c'est un peu comme des contrats qu'il faut respecter, des termes qu'il faut respecter, des termes d'usage qu'il faut respecter. Quand vous avez eu à parcourir, vous avez eu à lire ceci, vous cliquez sur continue. Maintenant, il faut approuver continue installing the software you must agree. Ça c'est en fait pour vous dire que vous allez vous adhérer aux conditions qui sont établies dans les license agreement. Donc, j'agrée. Si vous refusez de ne pas agréer, vous ne pouvez pas installer ça. Donc, je clique ça, installe. Et maintenant, je vous vois que ça m'a donné l'option de choisir. J'étais d'abord ici et puis j'ai choisi sur install sur mon disque. Et ça me donne mon disque qui est là, je clique ça. Et quand vous voyez, quand je clique, ça me donne une petite flèche verte là pour dire que j'ai choisi ça. Et je clique sur continue. Maintenant, quand je clique sur install, ça doit me demander mon mot de passe. Quand je clique là, ça me demande mon mot de passe. Donc, je n'ai pas besoin d'installer Egan encore parce que je l'ai déjà sur mon ordinateur. Si vous n'avez pas ça déjà sur votre ordinateur, vous tapez votre mot de passe là, puis vous cliquez sur install software et le processus doit continuer. Donc, je clique cancel. Donc, quand vous passez l'étape ci, ça doit venir sur ceci là, et puis vous cliquez sur continue, et ça ne doit pas installer parce que je n'ai pas donné mon mot de passe. Donc, je peux fermer cette page ici pour dire que je quitte ça, je n'ai pas installé parce que j'ai déjà. Donc, ça c'était le premier processus. Quand vous avez déjà ça, ce que vous faites, vous venez maintenant ici sur Launch Application, Launchpad, c'est le second symbole allant de la gauche vers la droite. Donc, vous cliquez sur Launchpad. Quand vous cliquez ça, vous allez voir que Anaconda Navigator est installé ici. Donc, c'est l'application en question ici. Donc, quand vous double-cliquez sur ça, ça vous ouvre cette page-ci. Ça vous ouvre ça. Et à partir d'ici, vous pouvez commencer votre Jupyter Notebook. Et une observation ici, vous allez voir qu'ici, c'est Launch, ainsi de suite. Et aussi pour RStudio, pour R, il faut aussi utiliser ça pour Launch ça. Donc, vous voyez qu'il y a Launch here, ici, mais ici, c'est plutôt Install.
Donc, si ces applications n'étaient pas installées, si par exemple Jupyter Notebook n'était pas installé, dans mon cas c'est déjà installé, on devait avoir ce symbole-ci, un truc semblable à ceci ici. Et ce qu'il faut faire pour installer, il fallait juste cliquer sur Install, donc cliquer sur le symbole qui est là, qui devait être installé s'il n'était pas installé, et puis ça devait installer quoi. Donc dans mon cas c'est déjà installé. Si vous n'avez pas encore installé, il faut cliquer sur Install, vous patientez que ça installe et puis on part de là. Donc quand c'est installé, je clique sur Launch. Et quand je clique sur Launch, ça doit prendre un peu de temps pour ouvrir Jupyter Notebook. Et ce qu'il faut observer, c'est que ça ouvre le Jupyter Notebook dans mon opérateur de recherche par défaut, qui est dans ce cas-ci est Google Chrome. Si vous utilisez Safari comme opérateur de recherche par défaut, ça doit ouvrir sur Google Chrome, sur Safari. Si vous utilisez Mozilla par défaut, ça doit ouvrir sur Mozilla. Donc, dans mon cas, c'est Google Chrome, ça ouvre là. Donc, ça prend un peu de temps, patienter. OK, c'est là. Donc, vous constatez que mon Jupyter Notebook est ouvert là-bas. Donc, vous voyez que j'ai des fichiers ici. J'ai le desktop, j'ai download, j'ai documents, ainsi de suite. Donc, pour créer un nouveau fichier semblable à ce que nous avons ici, pour supprimer un fichier, je peux juste cliquer sur là. Je clique sur l'icône qui est là. Puis, je clique sur le Remove. Ça me supprime ça. Je supprime ceci parce que je ne le veux pas. Maintenant, comment est-ce que je crée un nouveau fichier? Je viens juste ici, je clique sur New et ça me donne l'option. Je peux dire folder qui est un fichier, un peu comme un document. Je clique là, ça me donne un nom par défaut. Vous voyez que c'est ici. Vous voyez le temps, c'est quelques secondes. On a fait ça quelques secondes après. Donc je peux cliquer là, puis je change. Je mets rename. Je donne le nom que je veux. Je veux juste appeler ça AAA. Je n'ai pas envie de taper trop de trucs là. AAA. Donc je mets rename. Vous voyez que le nom est là. Voilà le fichier en question. Et dans ce fichier, je peux donc créer un code Python. Par exemple, je clique sur le fichier, ça ouvre. Je suis dans le fichier actuellement. Si vous voyez qu'initialement j'étais là dans le fichier initial. Maintenant, quand je clique sur le fichier, je suis dans le fichier en question. Je peux maintenant faire New. J'écris maintenant plutôt un Python file. Donc, ça me dit que j'utilise Python 3 ici. Je clique sur Python 3. Vous voyez que ça doit également ouvrir un Jupyter Notebook pour Python 3. Donc, ici, ça c'est où est-ce qu'on tape effectivement notre code. Si je fais 3 plus 5 plus 6, et ce que je fais Shift Enter pour compiler. Et je peux faire print. Je prends mon nom par exemple, Modeste. Je fais Shift Enter, Shift Return. En fait, pour compiler ça, je mets juste Shift puis Return, ça me donne le résultat. Et ça, c'est comme ça qu'on fait. Je peux définir une fonction ici. Je mets def. Je donne le nom de la fonction. Le nom de ma fonction, ça compute par exemple la somme. Je mets somme. Puis je prends entre parenthèses deux arguments A et B. Et je retourne la somme des deux, la somme de A plus B qui est, je mets return A plus B. Donc ça me donne la somme. Je peux appeler la fonction là et je peux dire somme. Je passe en argument 3 et 6. Vous voyez que ça me donne la somme. Ça c'est un exemple de code juste. Bon, un autre truc à observer, vous constatez que le nom qui est là, ce n'est pas le nom, c'est un nom par défaut que ça donne. Je peux, pour changer le nom de ça, je viens juste là, je clique sur ça, puis ça me donne le nom qui est là, je peux changer ça. Je mets code 1, j'appelle ça code 1, puis je mets rename. Vous voyez que, et puis je peux save. Vous voyez que le nom c'est code 1, save, je sauvegarde. Et si je rentre sur le fichier en question, mon fichier qui était là, vous allez voir que code 1 est présent là-bas. Vous voyez, c'est très important. Donc, je peux rentrer sur le menu initial. Mon fichier, mon dossier que j'avais créé, c'est ça. Et dans mon dossier, j'ai mon code qui est mon code 1. Donc, je peux fermer ça. Là, quand je ferme le code 1 qui était ouvert, quand je clique là, mon code 1 est ouvert là, qui est ce que j'avais écrit. Mais ce qui est surprenant, observez bien la couleur de ceci, la couleur est un peu verte. Quand je ferme ça, ça reste toujours là. Donc, ça veut dire que c'est toujours en train de marcher et ça conserve mes ressources. Donc, ça consomme mes ressources. Donc, pour stopper ça, je peux cliquer sur ça, puis je mets Shutdown. Vous voyez que ça change de couleur, c'est pour dire qu'en fait, j'ai actuellement interrompu cette exécution-là.
Donc ça, c'était comment est-ce qu'on peut créer un fichier, puis créer un fichier, un dossier, puis créer un fichier Python à l'intérieur. Maintenant, vous voyez l'extension, c'est IPYNB. Donc ça, c'est un fichier Python qu'on peut ouvrir sur un notebook comme ceci. Et on peut aussi ouvrir ça sur ce qu'on appelle Google Colab. Je vais faire une vidéo sur Google Colab aussi qui est vraiment utilisable pour si vous voulez utiliser le GPU. Donc, je rentre donc sur mon fichier, mon menu initial. Si je veux accéder à un code qui existe déjà, par exemple, j'ai un code sur mon desktop qui est sur mon desktop. Voilà mon code qui est sur mon desktop, ma fonction que j'avais écrite et que j'avais créée sur mon desktop. Je peux juste partir sur mon desktop comme je l'ai fait ici. Je pars sur desktop, puis je clique sur ma fonction, sur mon code que j'avais sauvegardé et je peux avoir accès à cela. Donc voilà mon code que j'avais initialement. Et ça, c'était un commentaire, par exemple. Ça, c'était un commentaire. Et la question, vous pouvez me demander pourquoi ceci ne prime pas comme des autres, ça ne donne pas une erreur. Vous regardez que si on peut changer, si je change ça de code, et puis je recompile ça, si j'enlève ça, puis je recompile, ça doit me donner une erreur, vous voyez. Pourtant, si je change ça tout, par exemple, comme ça devient comme un commentaire, et je compile le même truc, ça ne donne pas une erreur. Ça donne pas d'erreur. Et vous voyez que je mets ça, ça sort un peu sous cette forme-ci. Si je change de forme, vous voyez que si je change, je mets sous cette forme-ci. La forme d'en haut, c'était celle-ci. Je mets sous la forme-ci. Ça prime également, mais je n'ai pas besoin de du cadre. Vous voyez que ça, c'est deux types de texte. Donc, regardez le type de texte qui est ici. Puis, regardez le type de texte qui est là. Donc, et ça, c'est ça également la somme. Je peux faire ça, donner ça comme résultat. Mais si je change ça, je mets tout heading, par exemple. Vous voyez que ça devient, je mets OK. Si je prends encore ça, ça me donne maintenant comme un truc en gros, right? Donc ça c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est ce que j'avais à vous présenter ici. Et si vous avez des questions supplémentaires, mettez sur les commentaires pour qu'on puisse en discuter. Donc, et je vous conseille vivement de vous souscrire sur cette chaîne et partager les vidéos si possible pour que beaucoup de gens puissent être engagés et qu'on puisse ensemble partager ces nouvelles technologies qui dominent le monde entier. Merci.